car le FLN voulait donner de ses combattants l'image d'hommes résolus à aller jusqu'au bout, malgré les pertes, malgré les souffrances. Une image destinée surtout aux familles des recrues françaises. Pourtant, les dirigeants du FLN et certains officiels à Paris avaient des contacts dans des capitales neutres, Le Caire, Belgrade, Rome. Une rencontre était prévue fin octobre entre représentants de la France et Ben Bella. Les généraux français en eurent vent et le 22 octobre 1956, à la grande joie des Pieds Noirs et à la confusion du gouvernement français, Ben Bella et 3 de ses collègues, dont Aït Ahmed, furent interceptés lors d'un vol entre le Maroc et la Tunisie. I felt stupid to be caught like this. I tried to escape French police since 1945, and then I went on a plane direct to the prison. It was completely silly. I hate silliness. This hijacking has saved the Algerian Revolution from a big split. Ben Bella was opposing the Congress of Souman. And if we were not arrested, I should say, things would have led to self-destruction of the Algerian movement. So I think this hijacking has saved Algeria from a very dreadful crisis. Beaucoup ont soupçonné les généraux d'avoir voulu prévenir par ce détournement tout pour parler de paix avec le FLN. Toujours en octobre, la marine française avait intercepté un navire chargé de 70 tonnes d'armes destinées au FLN et payées par l'Égypte. Aux yeux de Paris, Nasser était décidément l'instigateur de la révolte. Les événements se précipitaient dramatiquement. Cette même semaine, la Grande-Bretagne et la France envahissaient l'Égypte en représailles à la nationalisation du canal de Suez par Nasser. Mais les combats s'étaient arrêtés très vite, sous la pression combinée des États-Unis et de l'Union soviétique. La joie du monde arabe, et du FLN en particulier, ajouta encore à l'humiliation des Français. L'atmosphère à Alger, en cette fin de 1956, était tendue. Déjà de nombreux civils avaient été abattus en pleine rue. Les cafés des Pieds Noirs allaient devenir la cible des bombes du FLN. Le ministre résident réagit en confiant le maintien de l'ordre à Alger au para du général Massu. Les attentats continuaient. L'armée réagit, y compris par la fouille des femmes musulmanes qui parfois transportaient des bombes. Le 29 janvier, le FLN appela à une grève générale pour marquer la session annuelle de l'ONU. Un défi que le général Massu ne pouvait ignorer. Nous avons obligé le travail à reprendre, ou quelquefois même à ne pas s'arrêter, malgré les déclarations du FLN qui voulait que le succès de cette grève appuie sa thèse à l'ONU, car à ce moment-là, à l'ONU, le problème algérien était débattu. À l'approche de Pâques et devant la menace d'une campagne d'attentats, les troupes françaises ont passé la Casbah au peigne fin. D'après les informateurs, un dépôt d'armes se trouvait caché dans cette maison vide. Au cours de leur fouille, les parachutistes ont finalement découvert la cache dissimulée derrière cette armoire. Elle contenait, en plus d'armes diverses, 13 bombes à retardement qui, réglées sur 5 minutes et dispersées dans la ville, auraient causé d'innombrables victimes. Pour les Français, la Casbah recelait au moins 4000 terroristes. Ils étaient décidés à les en extirper. Pendant ce qu'on a appelé la bataille d'Alger au printemps et en été de 1957, près de 40% de la population mâle fut à un moment ou à un autre interrogée ou détenue. Dans la guerre menée par les terroristes contre la présence française en Afrique du Nord, le casino d'Alger, situé sur la Corniche, a été l'objet d'un attentat abominable. Une bombe a éclaté au milieu de la piste de danse à une heure d'affluence faisant 10 morts et 80 blessés graves. Le bombe de la Corniche, nous l'avons
préparé le 9 juin, c'est-à-dire l'exposant est le 9 juin à 7 heures du soir, à la dernière danse qui à l'époque était renommée la Cha-Cha-Cha. C'est un endroit de repère des ultras. En principe, ils étaient tous armés. Et c'est un objectif qui a fait beaucoup de victimes. Nous avons choisi l'objectif par rapport à l'époque du problème politique. Et on nous avait demandé de préparer un objectif très payant, même s'il est criminel, qui serait revendiqué par le FLN. Parce qu'on était acculé dans les instances internationales en ce qui concerne Melouza. Alors lorsqu'il y a eu la pomme de la Corniche, a été revendiqué par le représentant du FLN à l'ONU. Il aura dit en ces termes, oui, nous revendiquons, c'est un attentat criminel, nous le revendiquons, mais Melouza ce n'est pas nous. Et c'est un attentat qui a fait 200 victimes parce que la salle elle prenait 200 personnes. Nous avons été condamnés à mort suivant le bilan donné par eux, en dernier ressort, 23 morts et 81 blessés, graves et imputés. J'ai d'abord essayé de recruter dans le milieu qui n'était pas politisé, au sens propre du mot. La plupart d'entre eux étaient mouillés, si vous voulez, et par crainte d'une dénonciation ou autre, j'ai puisé un peu dans le milieu, ce qu'on appelle le milieu de la pègre, si vous voulez, qu'on appelle communément la pègre. Ce sont des gens qui étaient les premières victimes du colonialisme, analphabètes, s'adonnant au jeu d'hasard, au prosélytisme, etc. Donc c'était des gens qui n'attendaient que le feu vert, l'heure pour montrer que réellement ils étaient quand même brimés par la France, etc., pour s'avérer. Donc je me suis entouré d'abord de ces gens-là qui ont répondu au premier appel. Et nous n'avions pas d'armes. Les armes, on les achetait, enfin on achetait quelques armes rouillées, ou alors on déterrait quelques armes datant de 1942, de l'époque du débarquement anglo-américain en Algérie. Avec ces petits pistolets, ces couteaux, des armes de poing, et on a commencé à s'organiser. La bataille d'Alger, au fond, c'est une bataille policière. Nous sommes heurtés à Alger, nous l'avons su par la suite, à une organisation subversive d'une importance énorme. Dans la Casbah d'Alger, il y avait 1500 terroristes armés, appuyés par une population de 5000 qui leur aidaient par les renseignements et tout. Alors voilà comment nous avons mené cette bataille. D'abord, nous avons voulu connaître leur organisation. Et pour ça, voilà comme nous avons fait. Vous avez lu Mao Tse-tung, on vous dit que les terroristes sont comme le poisson dans l'eau. Bon, mais vous avez dit, tous les habitants les connaissent. Alors nous avons été une après-midi au début, une trentaine de jeunes gens, et nous leur avons demandé individuellement. Il faut jamais, quand on interroge des terroristes, qu'ils soient deux, il faut que les gens, les amis, ne connaissent jamais ce qu'ils ont dit. Nous avons demandé une question très simple. Qu'est-ce qui collecte les fonds chez vous? Tous nous l'ont dit, et on les a relâchés le lendemain matin. Nous sommes à la RT les collecteurs de fonds. Ils nous ont dit, à qui vous portez les fonds? Ainsi de suite, nous sommes remontés jusqu'au sommet de la pyramide, et nous avons vu là que nous heurtions à 1500 armés. Alors la police, mais les militaires sont allés les arrêter chez eux, à l'occasion du couvre-feu. À partir de 8 heures du soir, plus personne ne pouvait se dépasser dans les rues, eh bien les militaires allaient frapper à la porte et prenaient le terroriste.